La pluie tambourinait doucement sur le toit en zinc de la petite maison de fortune, nichée au bord d'un quartier populaire de Lamba, un faubourg vibrant mais souvent oublié de la capitale. À l'intérieur, une fille de 13 ans nommée Keina, aux yeux voilés de silence, observait les gouttes tracer des chemins mélancoliques sur la vitre. Depuis la mort de sa mère 6 mois plus tôt, la vie s'était figée dans une routine de douleur et d'indifférence. Celle que tout le monde appelait Tata Mabika, deuxième épouse de son père, avait envahi la maison comme une tempête silencieuse. Devant son mari, Monsieur Malambe, employé dans les affaires foncières à Ndolo, elle se montrait douce, presque maternelle avec Keina. Mais dès qu'il partait, son visage se transformait en masque dur et cruel. Chaque matin, avant même que le muezzin ne lance l'appel à la prière, Keina se levait. Elle nettoyait la cour, chauffait l'eau de Tata Mabika, préparait le petit déjeuner, et s'occupait de Lino, le fils que Mabika avait eu d'un précédent mariage. Le garçon de 5 ans était turbulent, menteur, capricieux. Il accusait Keina de ses bêtises, et Mabika le croyait les yeux fermés. Un matin, alors que Keina préparait du manioc râpé, elle laissa la marmite sur le feu quelques minutes de trop. L'odeur de brûlé attira Tata Mabika comme un chien affamé. Elle surgit dans la cuisine, furieuse. « Idiote! Tu veux brûler la maison ? Tu as laissé ton cerveau chez les ancêtres. » Elle la gifla si violemment que la louche tomba des mains de Keina. Mais l'enfant ne pleura pas. Elle ne pleurait plus. Les larmes, elle les avait enterrées avec sa mère. Le soir, quand Monsieur Malambe rentrait, Mabika se plaignait. « Cette fille devient étrange. Je suis fatiguée, elle ne m'aide pas assez. Elle me défie. » Il ne disait rien. Il avait changé, refermé comme un coffre verrouillé de l'intérieur. Il ne voyait plus, ou ne voulait pas voir. Keina dormait sur une natte dans un coin de la cuisine. Sa chambre, disait Mabika, était trop grande pour une enfant inutile. Le rire de Lino et celui de son père résonnaient souvent dans la maison, comme une mélodie cruelle. Mais Keina n'en faisait pas partie. Un après-midi, après les cours, sa maîtresse, Madame Luzu, l'appela à l'écart. Elle avait vu les marques sur son bras. « Qui t'a fait ça, Keina ? » « Je suis tombée, pendant que je balayais. » Mais Madame Luzu ne fut pas dupe. Elle posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Si tu veux parler, je suis là. Tu n'es pas seule. » Mais Keina n'y croyait plus. Elle savait que si elle parlait, Tata Mabika la renverrait au village, chez une vieille tante qui élevait des chèvres et battait avec une branche de manguier. Un soir, en lavant les assiettes dans la cour, Keina entendit sa belle-mère parler au téléphone. « Je te l'ai dit, cette fille, je vais la casser. Quand elle deviendra folle comme sa mère, tout reviendra à moi et à Lino. L'héritage sera à nous. » Le cœur de Keina battait à tout rompre. Sa mère n'avait pas été folle. Elle était morte d'un cancer. Mais Mabika voulait faire croire à une lignée maudite. Elle voulait tout effacer. Sous l'arbre où sa mère tressait jadis ses cheveux, Keina leva les yeux au ciel. « Maman, si tu es là, s'il te plaît, montre-moi une sortie. » Elle entendit alors un bruissement. Lino, caché derrière le tronc, l'observait. « Ma maman dit que tu dois partir. Mais moi, je veux que tu restes. Tu fais les meilleurs beignets. » Ce fut la première fissure dans la carapace du garçon. Le lendemain, Keina se leva plus tôt que d'habitude. L'angoisse lui nouait le ventre. Tout ce que Mabika avait dit lui revenait en boucle. L'histoire d'un héritage. Quelque chose que sa mère avait laissé. Peut-être un terrain. Peut-être un conte. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait qu'elle était en danger. Plus tard, elle entendit sa belle-mère dire à son père. « Cette fille, elle parle seule. Elle regarde les murs. C'est comme sa mère. J'ai peur pour Lino. Mabika, arrête. Je te protège, Malambe. Tu ne vois pas? Elle me défie, elle parle aux arbres. » Keina aurait voulu hurler. Mais elle recula, prit son cartable et partit à l'école sans rien dire. Le soir, elle resta sur le banc après la fin des cours. Madame Luzu la trouva là. « Tu ne rentres pas? Si je rentre, elle va me faire du mal. Tu veux venir chez moi? Juste pour cette nuit. » Chez Madame Luzu, Keina découvrit un autre monde. Un lit propre, une soupe chaude, 2 petites filles qui lui sourirent comme à une sœur retrouvée. Elle dormit d'un sommeil profond. Le lendemain, elle raconta tout à sa maîtresse.
Celle-ci appela le directeur. Ensemble, ils alertèrent les services sociaux. Quand Keina retourna chez elle ce soir-là, elle n'était pas seule. Une dame du bureau de protection de l'enfance et Madame Luzu l'accompagnaient. Tata Mabika souriait. « Oh, vous venez voir Keina ? Elle est un peu timide mais très gentille. Nous avons reçu des signalements graves. Nous sommes ici pour poser quelques questions. » Mabika perdit son sourire. Pour la première fois, Keina la fixa dans les yeux, sans peur. Les jours suivants furent flous pour Keina. Elle fut hébergée temporairement chez Madame Luzu, le temps que l'enquête suive son cours. Elle était libre. Mais cette liberté lui faisait peur. Elle ne savait pas encore comment vivre sans terreur, sans surveillance, sans cri au réveil. Chaque matin, elle se levait tôt, par habitude. Elle s'asseyait sur le lit, les mains inactives. Madame Luzu lui tendait un thé chaud sans rien dire. Elle savait. Elle savait que Keina avait juste besoin d'un espace silencieux pour respirer. À l'école, les regards avaient changé. Certains chuchotaient, d'autres évitaient le sujet. Mais un jour, pendant la pause, une camarade nommée Selami vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu veux qu'on révise ensemble pour le contrôle de demain ?» Keina hésita, puis hocha la tête. C'était la première main tendue, le premier pas vers la normalité. Madame Luzu, en dehors de l'école, continuait à la guider. Elle lui apprenait à utiliser un ordinateur, à cuisiner des plats modernes, à coudre de simples vêtements. Le soir, elle partageait les repas dans un calme que Keina n'avait jamais connu. Un soir, alors qu'elle débarrassait la table, Madame dit « Tu sais, Keina, tu as survécu à quelque chose de très dur. Tu n'es pas brisée. Tu es forte. Tu es une survivante. » Keina baissa les yeux. Elle ne savait pas comment répondre. Mais ces mots restèrent ancrés. Chez les Malambes, le silence avait remplacé la comédie familiale. Mabika avait été envoyée dans son village natal, en attendant son procès. Lino fut confié à son père biologique. Monsieur Malambe, lui, s'était enfermé dans la honte. Il tenta d'écrire plusieurs lettres à sa fille, mais ne les envoya jamais. Jusqu'au jour où, un samedi, il attendit Keina à la sortie de l'école. Il se tenait sous un arbre, les mains tremblantes. Quand elle le vit, elle s'arrêta net. « Je ne te demanderai pas de me parler, » dit-il. « Mais je suis là. Et je resterai là si un jour tu veux bien. » Elle ne répondit pas. Mais elle hocha légèrement la tête. Un mouvement infime, mais lourd de sens. Ce soir-là, elle en parla à Madame Luzu. « Je crois qu'il commence à comprendre. » Et Madame Luzu, avec un léger sourire, répondit. « Et toi, tu commences à guérir. » Le lendemain, Keina se porta volontaire pour faire un exposé. Son sujet, la force dans la douleur. Elle parla lentement, sans trembler, de tous ces enfants qui vivent là où l'amour est absent. De ceux qui se battent sans bruit. Quand elle termina, la classe entière applaudit. Les semaines passèrent. Keina n'était plus l'ombre qu'on bousculait. Elle devenait lumière. Elle posait des questions en classe, osait sourire. Elle écrivait chaque soir dans un carnet, souvenirs de sa mère, rêves, recettes de gâteaux. Sur la première page, elle avait écrit « Ceci est ma renaissance ». Un dimanche, Madame Luzu les emmena au marché artisanal. Là, Keina fut attirée par un stand de pâtisserie traditionnelle. Une femme d'un certain âge, douce et rayonnante, vendait ses gâteaux comme des œuvres d'art. Keina resta plantée devant. « Tu aimes les gâteaux ?» demanda la dame. « J'en faisais avec ma maman, avant. Reviens un samedi. Je forme des jeunes. Peut-être que tu as un talent caché. » Elle lui tendit une petite carte. Ce soir-là, Keina en parla à Madame Luzu, qui l'encouragea aussitôt. Le samedi suivant, elle se présenta. La dame du stand lui remit un tablier, une blouse blanche et un grand sourire. Ici, on crée avec le cœur. Keina apprit à pétrir, à doser, à décorer. Elle était appliquée, concentrée. La vendeuse fut impressionnée. « Tu as ça dans le sang. » Chaque samedi, elle retournait au stand. Et un jour, en revenant avec un carton de gâteaux, elle trouva son père devant la maison. Il tenait un sachet. « Je ne voulais pas venir les mains vides. J'ai apporté des fruits. Et ceci. »
Il lui tendit un carnet et une enveloppe. Ce sont les papiers. Ta mère avait écrit que tu devais hériter du terrain familial. Je l'ignorais. Mabika avait tout caché. Mais maintenant, c'est à toi. Kaina sentit une chaleur l'envahir. Ce n'était pas juste une terre. C'était une racine, un lien avec sa mère. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle relut les documents, puis écrivit dans son cahier. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. Quelques semaines plus tard, l'école organisa une journée culturelle. Kaina y tint un stand de pâtisserie avec une pancarte. Souvenirs sucrés en hommage à ma maman. Les élèves, les professeurs et les parents s'y arrêtaient. Madame Luzu observait de loin, fière. Le père de Kaina aussi, sous un arbre. Il ne disait rien, mais ses yeux disaient tout. Votre fille, elle a le cœur fort, disait Madame Luzu. Après la condamnation de Mabika à 3 ans de prison, appuyée par plusieurs témoignages, Kaina retourna un jour dans la maison familiale avec son père. Tout était figé. Dans la chambre de sa mère, un flacon vide de parfum et un châle plié. Elle le prit, le serra contre elle. Cette maison, c'est à toi. Mais tu peux en faire ce que tu veux, dit son père. Elle le regarda et répondit. On va en faire un endroit de paix. Pas un musée de douleur. Avec le soutien de Madame Luzu et de la pâtissière, elle transforma la maison en centre d'accueil pour jeunes filles en détresse. 1 an plus tard, le portail portait une nouvelle indice. La maison de l'espoir. Là où renaît ce qui est bon. Kaina y enseignait la pâtisserie, l'informatique, l'écriture. Elle était devenue une figure. À 21 ans, belle, fière, ancrée, elle continuait de rendre visite chaque semaine à Madame Luzu qu'elle appelait désormais Maman Luzu. Chaque samedi soir, elle partageait un moment de calme avec son père. Parfois, il s'asseyait sous le vieux avocatier, là où tout avait commencé. Il ne parlait pas toujours. Il regardait le ciel. Et dans ce silence, Kaina avait enfin trouvé ce qu'elle avait toujours cherché. La paix, la liberté et la joie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays regardez-vous la vidéo.